vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femmes et coach à la reconquête de soi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de la fibromyalgie. Alors pourquoi la fibromyalgie? Parce qu'elle fait partie vraiment des maladies chroniques qui touchent énormément de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Donc c'est pour ça que je souhaite en parler particulièrement, je souhaite parler particulièrement de cette maladie. Je suis moi-même touchée par la fibromyalgie. Donc je voulais vraiment, j'ai fait quelques recherches et j'ai bien fait en fait parce que franchement j'ai trouvé des trucs que je ne connaissais pas encore et notamment une nouvelle piste de traitement qui pourrait être intéressant. Donc j'espère que, enfin en tout cas moi ça m'a intéressée, j'espère que ça vous intéressera également, que ça pourra peut-être répondre à certaines de vos questions si jamais vous avez cette maladie ou que vous pensez l'avoir. Et puis vraiment c'est important pour moi de parler de cette maladie qui reste encore méconnue et surtout qui fait encore preuve de beaucoup de jugements. Il y a encore beaucoup de médecins fibrosceptiques en France, malheureusement, ce qui fait que le diagnostic reste très difficile. Il y a encore une longue période d'errance médicale avant que le diagnostic soit posé. Elle n'est pas encore reconnue en France, ce qui fait que quand on est atteint de fibromyalgie, on n'a pas une reconnaissance en tant que personne handicapée ou en tant que maladie longue durée. On n'a pas droit aux aides comme l'AAH et c'est parfois compliqué parce que ça peut être extrêmement handicapant. Ça peut vraiment être un obstacle, notamment pour le travail et pour une carrière professionnelle. Donc c'est vrai que ce serait bien que cette maladie soit reconnue comme telle, comme étant extrêmement handicapante dans certains cas. Et qu'elle puisse du coup donner droit à des droits justement, c'est important parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles et dans la précarité. Donc c'est quand même pas tout à fait normal que des personnes qui souffrent déjà de maladies sont en plus dans la précarité, n'arrivent pas à avoir de solution et ils ont plein de problèmes pour financières, et après pour se loger, tout ça, enfin voilà, et toutes les choses tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on a des difficultés à garder un travail pour des raisons de santé. Donc en fait, en résumé, je terminerai après en expliquant un peu plus mon parcours au niveau de la fibromyalgie. Mais en fait, j'ai été diagnostiquée qu'en 2019, sachant que je suis malade depuis l'adolescence, voire la préadolescence. J'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs au niveau des genoux, avoir des genoux qui gonflaient, qui lâchaient par moments, des difficultés à me déplacer, à pouvoir faire de sport. Et puis beaucoup de douleurs aussi au niveau du dos. Donc pendant longtemps on m'a dit que c'était parce que j'avais une hyperlordose, ce qui est vrai, donc ça aurait pu être ça. Et puis je faisais des lombalgies à répétition, des sciatiques à répétition qui duraient de plus en plus longtemps. Je répondais de moins en moins bien au traitement, que ce soit les antidouleurs ou les anti-inflammatoires. Et j'étais arrivée à un point où il fallait que je fasse du coup des injections intramusculaires d'anti-inflammatoires pour que ça soit davantage, que ce soit davantage efficace. Et puis mon corps finit par rejeter tous les médicaments parce que j'en ai pris beaucoup malheureusement. Et puis sans trop savoir ce que j'avais, ça a été beaucoup d'obstacles dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle puisque on comprenait pas ce que j'avais, que du coup les personnes me jugeaient, se disaient que peut-être que j'exagérais, donc en fait c'était pas si grave mais que j'en rajoutais parce que je ne sais pas trop pourquoi, parce que je voulais attirer l'attention. Donc ça a été très compliqué dans ma carrière professionnelle puisque je passais mon temps en arrêt maladie. Donc quand on est en période d'essai, qu'on est en arrêt maladie la moitié du temps, forcément on décroche pas de contrat derrière. Et du coup c'était extrêmement compliqué aussi de ce côté-là. Donc j'ai été diagnostiquée pour la fibromyalgie en 2019 donc dans un centre d'antidouleur, donc celui de Lille. J'ai été ensuite diagnostiquée. Ensuite, on m'a parlé de la spondylarthrite ankylosante. Alors, j'ai pas eu le diagnostic officiel parce qu'en fait, j'ai des symptômes. A priori, j'ai cette maladie. Déjà, j'ai le gène et après, j'ai des symptômes, mais en fait, ils sont pas assez importants pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, j'ai notamment un hématome intraosseux au niveau de la sacroiliaque, c'est ce qui a fait parce que c'est ce qui a mené au diagnostic de la spondylarthrite, pardon. Et puis des traces d'inflammation notamment au niveau des mains, mais elles sont pas assez importantes pour pouvoir poser le diagnostic. Donc du coup, pour le moment, j'ai pas trop de solutions au niveau médical.
puisque pour avoir accès au traitement biocellulaire, qui est le traitement qui a priori fonctionne le mieux sur les spondylarthrites, il faut avoir un diagnostic officiel. Alors après c'est très compliqué parce qu'a priori du coup il est possible que j'ai une forme de spondylarthrite non radiographique. Du coup c'est plus compliqué pour avoir le diagnostic. Et puis il y a certaines personnes qui ont les symptômes mais qui n'ont pas le gène, qui n'ont pas le, enfin bref, et qui ont quand même le diagnostic et qui ont accès au traitement. D'autres, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Je pense que ça dépend peut-être des médecins, ça doit dépendre de plein de choses. En attendant, j'ai décidé de toute façon d'arrêter tout traitement médical parce que mon corps ne le supportait plus et de toute façon ça avait perdu en efficacité. Et je me suis retirée un peu des médecins et je gère autrement mes douleurs. Et voilà, donc on verra comment ça évolue par la suite. Et puis j'ai aussi le syndrome de l'intestin irritable qui est souvent relié à la fibromyalgie. Et puis aussi de l'endométriose. Donc voilà, j'ai 4 maladies chroniques douloureuses avec lesquelles je vis au quotidien. Il a fallu du temps pour accepter ces maladies, pour les comprendre, pour réussir à vivre avec, à trouver des systèmes pour pouvoir mieux vivre au quotidien, mieux gérer le stress, mieux gérer les crises de douleur, mieux gérer la fatigue. C'est pas encore parfait, mais je pense que je m'en sors pas trop mal aujourd'hui, ça va quand même mieux. Mes mains restent assez touchées. J'ai perdu la mobilité au niveau des mains, j'ai toujours quelques douleurs et raideurs qui font que certains gestes sont compliqués, mais ça reste largement vivable, donc je ne me plains pas. Et puis, donc voilà, en introduction, ce que j'ai vécu. Et je pense très sincèrement qu'au moins la fibromyalgie est liée effectivement à mon passé de victime, aux violences que j'ai subies durant mon enfance et mon adolescence. Et du coup, c'est important pour moi aussi de faire cette vidéo et pour parler de tout ça. Donc on y va. Donc la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est ? Donc la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui englobe plein de symptômes différents. Donc il y a des douleurs diffuses dans tout le corps. Il y a de la fatigue chronique, c'est-à-dire qu'en fait on a un sommeil non réparateur, ce qui fait que on peut dormir des heures et des heures, on ne récupère pas normalement, et ce qui fait que des fois on a l'impression d'avoir dormi et d'avoir passé de bonnes nuits, mais au réveil on est toujours aussi fatigué. Donc ça aussi c'est très handicapant au quotidien. Ça donne aussi qu'on peut avoir différents soucis cognitifs, des problèmes de mémorisation, des problèmes de concentration notamment. Des problèmes aussi, donc le syndrome de l'intestin irritable, c'est vrai que c'est souvent relié à la fibromyalgie, donc on a souvent des soucis au niveau digestif, au niveau du transit. Il peut y avoir aussi des sensibilités à la pression, c'est-à-dire que certains moments, le fait, même rien que moi, je sais que des fois, rien que le fait de mettre de la crème, ça me fait mal. On peut avoir aussi des sensations qui sont plutôt neuro, comme des fourmillements, comme des sensations de brûlure. Des choses comme ça qui peuvent, notamment au niveau des membres, en fait, des mains ou des pieds, des problèmes aussi des céphalées, des maux de tête importants, des vertiges, enfin bref, il y a énormément de choses. Et après ça dépend en fait des malades, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Les symptômes peuvent varier, ils sont pas toujours les mêmes, ils arrivent parfois tous en même temps, parfois pas, ça dépend. Donc c'est vraiment très compliqué à vivre parce que c'est vraiment un état en fait global qui est difficile en fait, et ça touche vraiment tout le corps, et ça touche, enfin c'est quand même assez impressionnant quand on lit la liste des symptômes. On se dit waouh, c'est quand même costaud. Donc voilà, donc il y a une prévalence pour les femmes, il y a une majorité de femmes qui sont touchées par la fibromyalgie. Donc je crois que c'est 2 femmes pour 1 homme qui sont touchées, d'après les dernières études de 2011. C'est à peu près entre 2 et 8% de la population mondiale qui est touchée par la fibromyalgie. C'est une maladie, enfin un syndrome, qui a été reconnu officiellement en 1992 par l'OMS, mais qui n'est pas encore reconnu notamment en France. Et comme je vous disais en début de vidéo, ce qui fait que quand on est atteint de fibromyalgie, on n'a pas le droit à différents droits, à des allocations, à une reconnaissance de personnes handicapées. Donc ce qui fait que c'est un parcours qui est particulièrement difficile pour les malades. Alors l'origine, en fait, c'est une maladie qu'on a encore du mal à comprendre, on ne sait pas encore exactement d'où ça vient. Ce qui fait que ça pose souci au niveau de diagnostic, et c'est ce qui fait aussi que c'est difficile de trouver des traitements qui conviennent.
Donc pendant longtemps, on a estimé qu'en fait c'était un problème de dérèglement au niveau du cerveau, de la partie du cerveau qui régule la douleur. En fait, hein, il y avait un problème à ce niveau-là, ce qui faisait qu'on régulait très mal la douleur et que bah, du coup on avait l'impression d'avoir plus mal que ce qui se passait en vrai, ou alors d'avoir mal tout le temps, même quand bah, si jamais on s'était blessé, bah, la blessure elle est partie et on continue à avoir très mal à cet endroit-là. Donc il y a vraiment un problème au niveau de la régulation, au niveau du message de la douleur, au niveau du cerveau. Donc ça a été la première piste qui a été pendant longtemps, c'est aussi comme ça qu'on m'a expliqué les choses. Une maladie aussi plutôt psychosomatique, due à des traumatismes. Donc en fait, ce que je vous disais, donc, il est communément admis qu'il existe des perturbations de la régulation de la douleur touchant les systèmes de perception, de transmission et de modulation, aboutissant à une hypersensibilité à la douleur. Donc pendant longtemps, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a défini la fibromyalgie. Depuis, il y a eu d'autres pistes qui ont été explorées, dont une assez récente, puisque c'est une étude de 2021, où là, on va quand même plutôt se pencher sur une piste auto-immune, puisqu'ils ont fait des tests sur des souris malheureusement. J'avoue que je suis pas trop pour les tests sur les animaux, mais voilà, je sais pas après si c'était des tests qui étaient faisables autrement. C'est toujours la question qu'on se pose. Donc en fait, cette étude de 2021 permet d'envisager la piste d'une maladie auto-immune. Les résultats de cette étude menée par le professeur Anderson montrent que les anticorps IgG produisent des hypersensibilités sensorielles douloureuses en sollicitant les neurones nociceptifs dans le ganglion spinal. Donc ça, ils ont pu du coup mettre en évidence des anticorps qui seraient à l'origine de la maladie en fait. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où si on agit sur ces anticorps-là, on pourrait guérir de la fibromyalgie. Donc c'est vrai que c'est une étude récente, donc il va falloir attendre encore un peu pour voir si elle se précise et si ça donne des solutions au niveau des traitements. Mais c'est quand même une piste qui est intéressante du coup à suivre. Donc cette étude qui date donc de 2021. Il y avait aussi il y a la piste neurophysiologique. Donc durant les tests pour cette piste neurophysiologique, on a pu remarquer une anomalie du seuil de perception de la douleur ainsi que du chaud et du froid avec une perte de contrôle inhibiteur. Certaines anomalies ont été mises en évidence par l'imagerie cérébrale fonctionnaire. Donc on a pu constater une hypoactivité. Donc une hypoactivité au niveau du thalamus et des ganglions de base, plus des zones médianes du cerveau. On voit aussi une hyperactivité des zones liées à la douleur comme le cortex somatosensoriel primaire et secondaire et une concentration plus élevée de neurotransmetteurs excitateurs. Il y a aussi une concentration plus faible de neurotransmetteurs inhibiteurs du système nerveux central. Donc c'est grâce à l'imagerie qu'on a pu se rendre compte de tout ça, donc en étudiant du coup le cerveau de personnes qui étaient atteintes de fibromyalgie et de personnes qui n'avaient pas cette maladie. Et donc en mettant, alors évidemment on ne les a pas torturés, mais quelque chose qui active un petit peu une douleur et de pouvoir voir ensuite, face à ces douleurs, comment le cerveau y réagit. Et c'est comme ça qu'on a pu en arriver à ces conclusions-là. Donc du coup, il y a aussi des pistes au niveau neuro. Donc comme je vous ai dit, il y a aussi un lien certain donc, entre la fibromyalgie et le syndrome de l'intestin irritable. Donc là, il y a plutôt des bons résultats avec le fait de réduire ou de complètement arrêter les gluten. Moi, j'avoue que j'ai pas encore fait. Je verrai par la suite. Il faudrait que je tente aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Le gluten, il y en a quand même un peu partout. Mais et j'avais eu des retours de personnes qui avaient testé le régime sans gluten et qui n'avaient pas eu forcément des résultats si probants que ça. Donc du coup, je sais pas encore. Voilà. Mais faut que je teste. S'il y a un mieux, c'est quand même bien. Et surtout que du coup, les personnes qui ont les deux syndromes, finalement, en arrêtant le gluten, ils ont pu réduire, voire même faire disparaître tous les symptômes des deux maladies. Donc c'est quand même, ça se prend. Voilà. Au niveau du traitement, alors là aussi c'est problématique. Comme je vous ai dit, on n'est pas encore sûr de l'origine de cette maladie, on ne connaît pas du tout. Si on ne connaît pas l'origine, c'est quand même très difficile de trouver un traitement adapté. Du coup, on soigne plus des symptômes, c'est plus
sais pas comment dire, moi j'appelle ça des pansements, mais c'est pas un vrai soin, du coup ça soigne pas, ça ne guérit pas la maladie. Donc les médicaments qu'on va nous donner, ça va être des antalgiques essentiellement. Donc on va toujours commencer par du paracétamol, mais faut bien reconnaître qu'en règle générale c'est absolument insuffisant et inefficace. Donc après on va passer à des antalgiques un peu plus forts, donc avec de la codéine, avec du tramadol, ou alors carrément morphine. Donc c'est vrai que parfois il y a vraiment des traitements qui sont très très lourds, hein, des antidouleurs très puissants. Donc ça peut être dangereux sur le long terme, donc il faut faire attention. Sinon il y a aussi des anticonvulsifiants qui peuvent être aussi administrés. Alors c'est la première fois que j'en entends parler, j'avais jamais vu ça. Et des antidépresseurs, notamment des antidépresseurs qui vont motiver la création de sérotonine. Donc ça je l'avais vu puisqu'on m'en a donné des antidépresseurs. Donc c'est vrai qu'on nous donne souvent ce genre de traitement parce que on a vu qu'il y avait quand même un manque de création en fait de certains neurotransmetteurs et que du coup ça permettait de réguler ça avec ces antidépresseurs là. Et puis parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont la fibromyalgie et qui peuvent avoir une dépression à côté. Alors soit parce que c'est deux maladies distinctes ou alors parce que aussi être atteint d'une maladie chronique où on a très peu de réponses à nos questions. Et où parfois il y a une évolution aussi qui peut être quand même assez rapide et assez importante. Forcément ça joue aussi sur le moral et ça peut amener à une dépression. Donc c'est pour ça que voilà, c'est vrai que c'est un médicament qu'on nous propose très régulièrement. Donc l'INSERM a alerté en 2020 sur le mésusage des opioïdes pour le traitement de la fibromyalgie, en estimant que en plus ces médicaments ne seraient pas forcément efficaces et que surtout ils représentent un danger sur le long terme. Il y a des risques d'accoutumance et d'atteinte au niveau du foie et des reins. Et qu'en fait l'INSERM estimait qu'il valait mieux privilégier le traitement non pharmacologique comme des activités physiques adaptées, le yoga, la marche, les étirements, un régime alimentaire anti-inflammatoire, des thérapies psychocorporelles, l'ostéopathie, la kiné, les massages, la fasciathérapie ou là encore de la relaxation. Donc en fait c'est vrai que tous ces traitements qu'on nous propose, déjà on ne sait pas s'ils sont réellement adaptés, comme je vous ai dit, hein. C'est juste un pansement, on va juste soigner des symptômes. C'est vrai que sur la gestion de la douleur, ça reste quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je pense que c'est des choses qu'on ne sait pas encore trop bien gérer finalement, même si on a énormément évolué. Donc c'est une chose de soigner la douleur quand on est une personne a une maladie, quand une maladie spontanée, quand il y a un accident, quand on se blesse, ou alors quand on est en fin de vie. Là c'est différent. Mais c'est vrai que quand on a une maladie douloureuse, chronique, c'est un peu plus compliqué parce que tous ces médicaments-là, on sait qu'il y a des effets secondaires quand même extrêmement importants, notamment au niveau du foie et des reins. Et puis aussi, il y a un vrai risque d'accoutumance. La crise des opioïdes, on a pu voir ce qui se passait aux États-Unis, c'est quand même assez dramatique et ça se passe aussi en France. Et donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et c'est-à-dire que le corps, après, le cerveau, il s'habitue en fait à une dose et petit à petit, on est obligé d'augmenter cette dose-là. Donc c'est ce qui fait que c'est très problématique parce qu'on est obligé de prendre des doses de plus en plus fortes et c'est un peu un cercle vicieux après. Et puis dès qu'on arrête, forcément, il y a un manque qui est là. Et puis du coup, on a l'impression de ressentir la douleur 10 fois plus forte. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux qui est très compliqué. Et moi, à mon avis, en tout cas, il vaut mieux éviter de tomber dedans. Mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on nous donne. Je trouve qu'on n'explique pas assez les risques et les effets secondaires de ces traitements-là. On les donne un peu comme des bonbons, comme un truc magique. Et ça, je trouve que c'est assez grave. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on me proposait ces traitements-là, on m'a jamais expliqué les risques. Et voilà, et je pense qu'il faut davantage quand même exprimer ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui voilà, et même les antidépresseurs aussi. Un antidépresseur c'est bien un certain temps, mais après c'est pareil, il y a des risques d'accoutumance. C'est pas quelque chose d'anodin, donc c'est vrai qu'on peut pas prendre ça toute sa vie non plus. Donc c'est pas forcément des solutions pérennes sur le long terme. Donc c'est vrai que réussir à gérer ça en dehors des médicaments, c'est quand même important. Et c'est vrai qu'on a le facteur de la fatigue et du stress qui sont quand même des facteurs qui vont faciliter les crises, qui vont augmenter les douleurs.
Donc c'est vrai que en limitant le stress par exemple, on arrive quand même à gérer un peu plus les crises. En tout cas moi c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc avec des exercices de relaxation, des exercices de méditation, le fait de faire de vraiment adapter ses activités à sa maladie, à l'état dans lequel on se trouve au quotidien, puisque chaque jour est différent en fait, on ne sait jamais dans quel état on va se lever, c'est ça qui est aussi extrêmement compliqué à gérer. Mais faire avec l'état où on est, c'est-à-dire si on est bien, on va pouvoir faire un peu plus de choses, mais ça aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que des fois quand on va bien, on a tendance à vouloir en faire trop pour en profiter, et puis c'est là qu'on va du coup retomber dans une crise parce que trop d'efforts fatigue et du coup va faire qu'on va avoir des douleurs. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un équilibre quand même, et puis faire les choses petit à petit. Et puis pas hésiter à faire des pauses régulièrement, à faire les choses à notre rythme, tranquillement, sans forcer, à écouter son corps, à faire régulièrement des pauses, à faire de la relaxation. Donc après, peu importe quelles sont les choses qui sont faciles pour vous, mais même rien voilà, quand vous sentez que vous commencez à être un peu trop stressé, un peu trop sur les nerfs, vous faites un petit exercice de respiration par exemple, de la méditation si vous êtes ouvert à ça, ça peut vraiment aider, ça fait du bien. Essayez aussi de trouver des activités qui sont positives pour vous mais sans trop vous fatiguer, que vous pouvez faire. En fait le truc c'est aussi de détourner l'attention du cerveau sur autre chose, sur des activités qui vont être plus positives, mais sans vous fatiguer. C'est vraiment extrêmement important parce que sinon on est focalisé sur la douleur et du coup on ressent plus que ça, ça devient et ça nous angoisse. Moi je sais que c'était ça, j'étais dans un cercle vicieux, en plus j'avais pas encore de diagnostic, donc je comprenais pas ce qui m'est arrivé, donc j'avais des douleurs. Du coup je stressais parce que je commençais à avoir vraiment mal, que je comprenais pas d'où ça venait, que je comprenais pas pourquoi parce que j'avais rien fait de spécial, et du coup je me contractais, j'étais tendue, et du coup plus j'étais contractée et tendue, plus j'avais mal, et après je partais dans des crises de pleurs, de stress, d'angoisse, enfin c'était vraiment un cercle vicieux, et ça faisait que alimenter la douleur, alimenter tout ça. Donc c'est vrai que le fait d'occuper son cerveau autrement, ça permet, je sais pas qu'on a plus mal, mais on y pense moins, et donc du coup on gère mieux la douleur et on stresse plus à cause de la douleur. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc après c'est toute une façon de faire. C'est vrai qu'une maladie chronique, ça fait que on a souvent un état d'esprit beaucoup plus négatif, on va voir les choses en noir parce que on va surtout voir tout ce qu'on peut plus faire. Il y a un deuil aussi à faire de la vie d'avant. Des fois on est beaucoup moins actif. On va faire beaucoup moins de choses et puis c'est extrêmement difficile à accepter, mais en fait il y a aussi plein de choses qu'on peut encore faire, alors certes différemment, mais en adaptant on peut encore faire plein de choses. Et c'est vrai que on est tellement focalisé sur ce qu'on fait plus, sur les douleurs, sur ce qui va pas, qu'en fait on voit pas les choses aussi qui sont positives, et il y en a, heureusement il y a toujours des choses positives. Et c'est vrai que du coup, ça fait qu'il y a un engrenage qui se met en place et on tombe dans la négativité. Et du coup, on a tout le temps l'impression de souffrir et on ressent la douleur de plus en plus fort. Parce que plus on est focalisé sur quelque chose, plus on va entendre que ça, ressentir que ça. Et ça va donner l'impression, ça va lui donner encore plus d'importance en fait. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé en psychologie positive notamment. D'ailleurs, je ferai bientôt une formule là-dessus, pour apprendre à avoir une vision des choses plus positives. Et aussi en TCC, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut travailler, les douleurs chroniques. Donc c'est pareil, ce sont des choses qui ne vont pas guérir, mais on va changer au niveau du schéma cognitif, au niveau du cerveau, pour faire en sorte qu'on voit la douleur d'une façon un peu plus réaliste, qu'on ne tombe pas dans ce cercle vicieux où on va ressentir que la douleur, on va se centrer que sur la douleur, et essayer de trouver en fait des choses qui sont adaptées pour vous détourner un peu votre attention de la douleur et pour pouvoir réussir à mieux la gérer au quotidien et à mieux vivre au quotidien avec cette douleur. Aujourd'hui, a priori, on ne soigne pas de la fibromyalgie, même si il y a certaines personnes qui disent être guéries. Je pense qu'en fait, on n'est tellement pas sûr parce qu'on n'arrive pas à trouver l'origine de cette maladie, qu'il y a plusieurs personnes qui sont diagnostiquées pour la fibromyalgie et qui ont d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses qui se mélangent parce qu'il y a des symptômes qui se ressemblent. Mais au jour d'aujourd'hui, a priori, la fibromyalgie, on n'en guérit pas, ou en tout cas, on n'en guérit pas aussi facilement. Et c'est une maladie qui peut être évolutive. Donc c'est vrai que aussi faire de l'exercice tous les jours, c'est très important. Parce que plus on va rester sans bouger, plus on va s'ankyloser, plus on va être
tendu, tout ça. Donc c'est important de faire des exercices selon son état, bien évidemment. C'est pas de forcer. Ça peut être d'aller marcher 5 ou 10 minutes, même si c'est juste 5 et 10 minutes, même si c'est tout doucement, c'est quand même important de marcher. C'est important aussi d'être dehors, d'être au soleil s'il fait beau, de rencontrer des gens, ça aide aussi moralement. Et plus mentalement on est bien, mieux ça va aller aussi au niveau physique, hein, ça c'est clair, les deux sont reliés. Faire des étirements tous les jours, c'est important, du stretching. Ce sont des choses, voilà, vous pouvez faire 10 minutes d'étirement, il y a des trucs, même des tutos sur YouTube d'exercices pour les personnes qui ont la fibromyalgie, c'est très doux et ça fait énormément de bien. Il faut rester toujours dans le mouvement, c'est extrêmement important. Moins on bouge, plus on risque d'avoir mal et moins on bougera en fait par la suite, hein. Donc c'est important de continuer à avoir un minimum d'activité. Après, il y a le yoga qui peut être très bon aussi. Alors après, il y a différentes formes de yoga, mais un yoga quand même très doux à la base. Voilà, c'est des exercices qui sont plutôt doux, qui se font tranquillement. On va aussi beaucoup se focaliser, se concentrer sur la respiration, donc c'est bon aussi pour lutter contre le stress. Donc ça aussi c'est un sport qui peut être très bon pour quand on a de la fibromyalgie. Il y a aussi le tai chi qui est pareil, hein, il y a des exercices qui sont pas trop agressifs pour le corps. Du pilates aussi, si vous adaptez les exercices à votre état et si vous forcez pas. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles de faire et c'est important de garder une activité physique, une activité sociale aussi, parce que bien souvent on se retrouve isolé parce que on est souvent, que ce soit pour les douleurs, que ce soit pour la fatigue, il y a des fois on a des difficultés pour se déplacer, on a des difficultés pour conduire, on est très fatigué et donc on a du mal à sortir le soir. Et c'est vrai que les gens autour de nous, à partir du moment où on va dire non une fois, deux fois, au bout d'un moment on va arrêter de nous inviter. Surtout qu'il y a énormément d'incompréhension autour de cette maladie parce que ça se voit pas qu'on est malade, parce qu'il y a des jours où on va bien, des jours où on va pas bien. Et du coup, c'est vrai que les gens, ils sont un peu... ils abandonnent parfois au bout d'un moment, donc les vrais amis restent, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour l'entourage non plus. Et puis en plus, souvent on est très négatif, hein, donc ça aide pas non plus. Et c'est vrai qu'on se retrouve très facilement isolé. Plus si en plus vous avez des difficultés à trouver un travail qui vous convient. Moi, c'est vrai que je suis devenue indépendante à mon compte parce que pour moi, c'est la seule façon de pouvoir gérer mon emploi du temps selon mon état. Parce que c'est vrai que sur le marché du travail, c'est très compliqué. Il y a un vrai handicap et en plus, comme c'est une maladie très imprévisible, c'est très compliqué pour l'employeur aussi de s'adapter. Il faudrait qu'on puisse aussi bien venir travailler à la maison ou voilà, du télétravail et tout en gérant, c'est-à-dire les journées où on va bien, on fait des journées normales, et les journées où on va pas bien, du coup on va moins travailler. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de travail où il y a cette possibilité de flexibilité, alors que je pense que même pour quelqu'un qui n'est pas malade, de la flexibilité c'est plutôt pas mal quand même, parce qu'on n'est pas toujours dans un très bon état d'esprit pour plein de raisons. Mais voilà, du coup c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un emploi qui convient. Moi je sais que j'étais pet-sitter et au début ça me convenait parce que c'est une activité que j'aimais beaucoup et le contact notamment avec les chats me faisait beaucoup de bien parce que les chats ils sont dans le moment présent et parce que voilà, j'adore, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait énormément de bien. Mais par contre c'était quand même un travail qui était extrêmement physique où il y avait des périodes où notamment l'été je travaillais 7 jours sur 7 et du coup je m'épuisais et il y avait énormément de déplacements, montées, descentes de voiture et tout ça fait que mon corps au bout d'un moment a lâché. Au bout de 6 ans j'ai dû arrêter ce travail à cause de ça. Mais je suis aussi comportementaliste et du coup c'est aussi en complément je me suis lancée dans le coaching parce que c'est une activité aussi que je peux faire à distance en visio. Du coup c'est beaucoup plus confortable pour moi, ce qui fait que même si je suis en crise, je suis capable de gérer mes sessions et je peux tout à fait être présente pour mes clients parce qu'il n'y a pas de déplacement. Alors que s'il y avait des déplacements, si je devais même aller à un cabinet, des fois je serais obligée d'annuler à la dernière minute. C'est un truc qui est très inconfortable pour moi et que j'aime pas et qui n'est pas forcément très top non plus pour les clients et qui peut faire que les clients abandonnent. Donc c'est vrai que voilà, il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir faire une activité qui soit parfaitement adaptée à ma maladie et qui soit flexible. Et du coup c'est comme ça mais ça a été long, ça a été très compliqué. Et puis voilà, il a fallu tester différentes choses, mais je pense vraiment avoir trouvé une activité qui me convient, qui me plaît réellement, qui a un sens pour moi et qui convient aussi à ma santé. Donc voilà, ça aussi c'est extrêmement important d'avoir des choses positives dans sa vie, avoir un sens dans sa vie, être engagé dans certaines choses. Je sais que moi pendant longtemps par exemple j'ai eu beaucoup de mal à m'engager dans des associations parce que je me disais ouais mais je peux jamais être sûre
si je vais être disponible, si je vais être en état de faire telle ou telle action. Et du coup, je peux les abandonner à la dernière minute et du coup, je peux pas m'engager. Et puis finalement, j'ai intégré un collectif féministe. Et puis, elles sont au courant de ma santé. Elles savent que quand je peux, je suis là, que je fais au maximum pour être présente lors des actions, lors des préparations. Mais que il peut toujours arriver qu'à la dernière minute, je sois pas en état et que je dois annuler. Donc, elles le comprennent très bien. Et en fait, on peut, en expliquant les choses, on peut quand même participer. Et c'est vrai que se sentir utile, c'est aussi important. Faire des choses qui ont un sens pour soi, ça nous nourrit et c'est quelque chose qui va nous nourrir aussi un état d'esprit beaucoup plus positif, une image plus positive de nous-mêmes, mais aussi de nos capacités et du monde qui nous entoure. Donc c'est vrai que ça, c'est extrêmement important. Moi en tout cas, c'est vraiment que comme ça que je me soigne aujourd'hui et je vais quand même beaucoup mieux, j'ai quand même moins de crises et quand j'ai des crises, elles durent moins longtemps parce que je peux me reposer quand j'en ai besoin et puis reprendre petit à petit et m'adapter du coup à ma santé. Bonjour, alors concernant les traitements de la fibromyalgie, j'avais oublié, donc je rajoute les stimulations intracrâniennes. Donc en fait, c'est, quelque chose qui a plutôt des bons résultats. Après c'est, a priori, il faudrait pouvoir le faire en début de maladie, donc je pense que c'est rarement le cas parce qu'en général on met il y a de nombreuses années d'errance médicale, mais si on est pris, en charge assez tôt, il y a plus de chances que ça fonctionne. Et après, il y a un protocole particulier apparemment, j'avais lu dans un article, il faut stimuler en fait 2 zones du cerveau, alors que généralement ils en stimulent qu'une. Donc moi, je l'ai fait pendant environ 1 an, je crois. Ça a pas trop marché au niveau de la douleur, ça a juste, bien diminué mes céphalées et mes migraines. Pendant 2 ans, après j'ai été à peu près tranquille, là c'est revenu depuis. Donc voilà, mais c'est un truc, qui peut, se tester. Après c'est un traitement qui coûte cher, donc il faut réussir à avoir, l'ALD pour pouvoir, avoir le remboursement de ce traitement. Il y a pas d'effet secondaire, tout ça, donc franchement ça peut valoir le coup de le tester, au pire ça fonctionne pas. Et puis après, c'est vrai que moi on souhaitait me mettre sous kétamine, ce que j'ai refusé, parce que c'est extrêmement fort et que je voulais pas tomber là-dedans, étant donné que j'ai une maladie chronique et que je suis encore jeune. Et je sais que de ce que j'ai vu dans les différents forums, les personnes qui ont testé, j'ai l'impression que les résultats sont pas si probants que ça. Et puis après, c'est un peu le même cercle vicieux que les opioïdes ou les antidouleurs. Donc je pense que si on peut éviter de tomber là-dedans, c'est quand même mieux à mon avis. Après, chacun fait comme il peut avec la douleur. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas de réelles, possibilités. Donc voilà, j'avais oublié ces 2 traitements-là, donc c'était important quand même d'en parler. Alors j'ai pu voir un article très intéressant aussi qui faisait le lien donc entre la fibromyalgie et les psychotraumas et notamment les violences sexuelles dans l'enfance, hein. J'en ai parlé en début. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance qui ont par la suite développé une fibromyalgie. Et donc dans cet article, c'est une étude israélienne qui a été effectuée en 2018 qui établit donc un lien entre la fibromyalgie chez les adultes et le syndrome de stress post-traumatique et les agressions sexuelles dans l'enfance. Donc je vous lis quelques passages et je vous mettrai l'article, hein, vous pourrez aller le voir vous-même parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc nous savons que les stress émotionnels graves comme celui causé par les agressions sexuelles peut induire des blessures cérébrales chroniques qui peut expliquer certains troubles physiques et psychologiques comme la fibromyalgie. L'intervention psychologique ne permet pas de réparer physiologiquement les tissus cérébraux endommagés, donc la psychothérapie n'est pas efficace ou en tout cas elle est limitée. Cette nouvelle approche démontre que le fait de ne pas se souvenir d'événements traumatiques est une limitation biologique plutôt que émotionnelle. Les scientifiques de cette étude préconisent un traitement d'oxygénothérapie hyperbare. Donc cette étude, j'ai appris plein de trucs, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'on m'a beaucoup dit, oui, c'est dans ta tête, c'est psychologique, et c'est psychosomatique, tout ça. Et on m'a beaucoup dit aussi que plus j'allais travailler sur mes traumas, plus j'allais me libérer au niveau de la fibromyalgie. Et en fait, j'ai énormément avancé sur mes traumas, sur ce que j'ai vécu. Et ça va pas forcément mieux au niveau de ma santé. Et donc, moi, je culpabilisais, je me suis dit, bah mince, c'est que je fais pas les choses correctement, c'est que je suis pas encore allée au bout, c'est qu'il y a un problème, j'ai pas trouvé les bonnes méthodes. J'ai tout testé, hein. J'ai testé l'hypnothérapie, le MDR, la psychothérapie, le FT. Donc j'ai fait énormément de choses.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup de thérapeutes, notamment ma thérapeute en EFT, qui me disait mais si, on peut vraiment, vous pouvez être guéri grâce à la libération émotionnelle. Et puis en fait, je me rends compte que non. Alors certes, j'aurai toujours des choses à régler. Je suis loin d'être parce que bah y a tellement de choses que j'ai vécues que ça remonte à tellement loin. Mais en fait, je me rends compte que non, et je culpabilise. Et là, cette étude, franchement, elle me montre que bah, c'est pas aussi simple que ça. Qu'il y a des réelles choses qui se sont passées au niveau du cerveau, qu'il y a des blessures au niveau du cerveau, et que ça, on peut pas les guérir à coup de psychothérapie ou de libération émotionnelle, et que du coup, il faut soigner ces blessures-là pour aller mieux physiquement et psychologiquement. Et là aussi, c'est intéressant, c'est qu'ils disent aussi, parce que ben, j'ai souffert d'amnésie traumatique et encore aujourd'hui, j'ai pas recouvré totalement ma mémoire. Et ça aussi, je culpabilise de ça parce que c'est chiant, quoi, franchement. Et donc, ils expliquent bien que, bah oui, mais ce qui s'est passé au niveau du cerveau fait qu'on peut ne pas se souvenir et c'est pas que émotionnel, c'est pas que parce que le choc, parce que le trauma, c'est aussi vraiment quelque chose de physique, de biologique au niveau du cerveau. Et ça, c'est top aussi parce que c'est pareil, ça permet de plus culpabiliser, de comprendre un peu plus les choses. Je trouve cette étude, franchement, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. Et ça donne d'autres pistes aussi pour comprendre sa maladie, pour comprendre ses traumas, pour soigner. Et je trouve ça génial. Et voilà, donc du coup, je suis allée chercher ce que c'était que l'oxygénothérapie hyperbare. Donc c'est une méthode qui consiste à inhaler de l'oxygène à une pression plus élevée que celle de l'atmosphère, permettant ainsi d'augmenter et d'enrichir le taux d'oxygénation du sang délivré par le cerveau. Donc on est placé dans un caisson hyperbare. Alors par contre moi je suis légèrement claustro, donc ça risque d'être compliqué, mais voilà, je vous invite à aller vérifier, à aller voir de votre côté. Moi je pense que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais je vais aller me renseigner sur comment on peut accéder à ce traitement parce que je tenterai bien quand même après avoir travaillé sur ma claustrophobie. Mais ouais, franchement, ce serait top si ça pouvait à la fois me soulager au niveau de ma fibromyalgie, mais aussi au niveau de la mémoire de mon trauma. Ce serait, enfin voilà, franchement, ce serait tout gagné. Donc je vais me renseigner davantage là-dessus, je vous tiendrai au courant si j'ai plus d'informations. Si jamais je le teste, de ce que j'ai vu, il n'y en a pas partout, il n'y a que dans certaines villes en France, donc je pense que ça ne doit pas être facile d'accéder à ces traitements-là, mais bon, pourquoi pas. Il y a aussi d'autres maladies qui peuvent ressembler à la fibromyalgie, donc toutes les maladies rhumatoïdes. Et donc souvent en fait on commence par chercher parce que ces maladies-là, il y a des signes sur les différents examens, sur les radios, les IRM, tout ça. Donc dans les prises de sang, donc on commence du coup par éliminer ces maladies-là pour ensuite poser le diagnostic de la fibro. Mais il y a aussi le syndrome d'Ehlers dans l'os, donc la SED, qui est donc une maladie génétique qui affecte la production de collagène, qui est une protéine qui donne l'élasticité et la force au tissu. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui est souvent confondue avec la fibromyalgie, donc c'est aussi important de faire des recherches là-dessus pour être sûr que vous avez la bonne maladie pour pouvoir avoir la bonne prise en charge. Donc voilà ce que je peux dire sur la fibromyalgie. Vraiment, je suis contente d'avoir fait ces recherches-là, parce que bon, je m'étais quand même déjà énormément renseignée, mais c'est vrai que cette étude israélienne, en fait, j'étais passée à côté, elle date de 2018, et ça peut donner une autre piste de traitement. Donc voilà, j'espère que ça sera positif et que je pourrai peut-être y accéder. On va voir ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant pour la suite. J'espère que cette vidéo aura été instructive, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la fibromyalgie, aussi sur le lien entre la fibro et les psychotraumas, notamment les violences sexuelles durant l'enfance. Et puis que ça aura peut-être répondu à certaines de vos questions. C'est vrai que et le psychotrauma dû aux violences sexuelles dans l'enfance et la fibromyalgie sont des choses qui sont assez tabous, qui sont très difficiles à vivre, qui font encore place à beaucoup de jugements, à beaucoup de personnes, d'incompréhension, beaucoup de choses aussi qu'on ne sait pas encore d'un point de vue médical et psychologique. Donc c'est vrai que heureusement ça évolue tous les jours et on apprend tous les jours, donc on peut croiser les doigts pour un jour être totalement guéri de tout ça, ce serait bien. Mais déjà se libérer pour pouvoir mieux vivre au quotidien, c'est une bonne chose. En tout cas moi j'ai réussi plus ou moins à trouver un équilibre, j'en suis plutôt contente, même si c'est pas encore parfait, mais voilà, j'avance chaque jour. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager, mais aussi merci de vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment très important pour soutenir mon travail et ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous. Si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez partager des choses au niveau de la fibro, au niveau des traitements, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre.
Et en attendant, je vous dis à très bientôt.